ChatGPT 5.6 vient de sortir et comment l'utiliser mieux que 99% des gens pour générer du travail. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 compétences qu'on va aborder dans cette vidéo, le loop engineering, comment on optimise le prompt système de ChatGPT et de Codex, comment on connecte des outils de type MCP pour faire réellement travailler avec tes documents ton environnement ChatGPT, et bien sûr les compétences, les skills, comment on va faire travailler ChatGPT de la même manière que tu travailles toi dans ton bureau. C'est maintenant dans la vidéo. On va parler maintenant du cœur de ChatGPT, le prompt system. Comment est constituée l'architecture de ChatGPT Codex. Il y a énormément d'entre vous qui a eu l'appréhension de se dire « je vais travailler dans l'interface Codex ». Mais Codex ou ChatGPT Work, en fait, c'est globalement quelque chose de très proche. Comme on le verra, on a une différence substantielle, c'est le fait qu'on a la configuration des plugins qui est automatiquement chargée dans l'interface Work. Ensuite, dans l'interface, on a ce bloc de fonctions. Barre oblique va te permettre de lancer des fonctions. Envoyer un retour sur une tâche, initialiser le fichier agent.md, et c'est exactement ce dont on va parler, le cerveau, l'optimisation du système. Cette fonction init, c'est celle d'envoyer la gestion de la génération d'un agent.md. Alors, où se situe ce fichier et est-ce que tu dois le faire pour optimiser ton fonctionnement de Codex? Voici mon avis sur la question. Au moment où tu vas travailler, en fait, tu vas arriver dans ce répertoire. Alors, pas d'inquiétude, c'est rien d'inquiétant, c'est simplement la répartition des répertoires. Ce qu'il faut reconnaître dans l'architecture de Codex, c'est que tu as une zone où tu gères les MCP, donc les connecteurs externes, une zone où tu gères des skills, une zone où tu vas, un folder, gérer l'interface recherche internet, et le prompt système, c'est un fichier qui va se trouver juste au démarrage, qui va s'appeler agent.md. Il va se trouver juste ici. Et il est absent lorsque tu vas te servir de Codex. Et agent.md, c'est hyper important de le faire pour optimiser en fait toute l'architecture. Par défaut, Codex, il ne sait pas où il va créer ses fichiers. Alors au début, ça va plus ou moins aller. Mais très rapidement, tu vas te rendre compte que les fichiers log, il va en faire de partout, des fichiers mémoire, il va en faire de partout, les fichiers de travail, il va en faire de partout, les fichiers temporaires, c'est pareil. Et ce qui va se passer, c'est que ton interface va devenir de plus en plus compliquée à Codex à gérer. Donc, si tu utilises la fonction bar-init, alors, est-ce que tu peux t'en servir? En vrai, c'est une fonction qui est pensée que pour les développeurs. Si tu fais que du dev, ok, tu peux t'en servir. L'objectif de ce système, en fait, c'est de charger uniquement les instructions d'habitude que tu gères et les dépendances dans les instructions système. Donc, si tu n'es pas un développeur, c'est pas du tout adapté. Et c'est pour ça que je t'ai développé un système agentique qui va le faire à ta place. Et voici comment ça se passe. Dans ta fonction tâche, tu vas simplement charger le fichier que je vais te donner. Il va s'appeler prompt system codex. Tu vas lancer ce fichier juste ici en lui disant run le fichier. Automatiquement, il va te créer tout le core system, les dépendances, les settings, les systèmes d'écriture, et il va te générer les fichiers qui sont manquants à l'intérieur de Codex, c'est-à-dire le fichier agent, les dépendances, les projets, les reports, les settings, les skills, en optimisant les instructions du système. C'est-à-dire qu'il va avoir des règles de fonctionnement, chose qu'il n'a pas par défaut. Dès que tu vas devoir coder, tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle des dépendances. On va centraliser les dépendances dans les fichiers dépendances, on va centraliser dans les settings toutes les clés d'accès et les fonctions MCP au bon endroit. Et de cette manière, tu vas éviter de retrouver à trop d'endroits tous les fichiers disparates. Ensuite, on a une optimisation de la structure skill dans mon système. Les skills, en fait, tu vas le découvrir dans la suite de la vidéo, elles ne sont pas optimisées par défaut. Donc, on va optimiser toute cette infrastructure et je vais te donner accès à cet agent IA qui va t'optimiser le cerveau de Codex ChatGPT 5.6. Et je vais te dire où le trouver. Primo, tu vas le trouver dans, bien sûr, la formation Le meilleur de l'IA, dans lequel tu vas pouvoir bénéficier pour le prix de 1 café par jour pendant 2 mois, certainement de la meilleure formation d'intelligence artificielle, plus de 100 heures de formation dans lequel tu vas apprendre à orchestrer des agents IA pour toi, ton entreprise, pour les vendre, et tu vas être certainement parmi les meilleurs aujourd'hui du domaine. Les entreprises ont besoin de profils tech, qui savent orchestrer les agents, structurer les systèmes, automatiser. C'est exactement ce que je t'apprends à faire dans les formations. Les mises à jour sont incluses, et n'attends pas d'être remplacé. Sois celui qu'on garde et qu'on appelle dans une boîte, pas celui qu'on remplace. Quel est l'avantage que tu vas avoir en étant dans la formation? Premièrement,
mes skills, mes systèmes, ils vont être mis à jour. Donc ça veut dire que ceux qui vont avoir la formation vont avoir chaque fois la dernière version. Ceux qui ont déjà la mise à jour en cours, ils ont déjà Claude 4.8, Hermès, Codex, Manus, Gemini, Comet, GPT 5.6. Bref, si tu as juste la version gratuite, voici où la trouver. Tu vas aller dans recevoir les bases de l'IA, tu vas t'abonner, tu vas recevoir donc le mailing dans lequel tu vas avoir l'interface et tu auras accès aux vidéos. Ces vidéos vont te permettre d'en obtenir une par jour et lorsque tu as vu la vidéo, tu pourras passer à la suivante et accéder progressivement à une montée en compétences et tu auras accès à la version que j'ai faite aujourd'hui. Dans les cours, par contre, tu disposeras de tous les schémas, des systèmes avec les prompts, les interfaces, les mises à jour. Bref, tu auras beaucoup plus. Maintenant que tu sais ça, tu sais où trouver ton système agent et comment l'utiliser pour créer ton système cerveau de gestion de Codex ChatGPT 5.6. Dans l'interface ici, tu vas avoir un ensemble de fonctionnalités qui vont être les fonctions MCP, qui vont te dire les fonctions MCP que tu as activées et configurées. Ça, ce sont les fonctions MCP privées. On a une fonction mascotte. Alors la fonction mascotte, on va en parler rapidement. C'est la possibilité en fait d'avoir un petit bonhomme qui va simplement te dire où en est le travail de tes différentes sessions. Donc il va s'afficher une petite icône en te disant bon ton job 1 il en est là, ton job 2 il en est là. Bon, ça te permet dans du multiscreen de laisser une mascotte dans un coin, elle affiche des informations. En temps normal, tu vas avoir quand même des notifications en bas à droite de ton écran. Donc bon, écoute, ils ont fait cette option. Si ça te plaît, tu pourras choisir la mascotte que tu veux. On va la laisser, tu peux changer la taille éventuellement. Pour revenir donc aux fonctions de l'interface, tu as barre oblique avec la partie, le point, je pense, le plus important, c'est la fonction plan. Dans la fonction plan, tu vas définir en fait comment le modèle va devoir travailler. Voilà. Du moment qu'on a défini l'orchestration du cerveau, l'étape d'après, c'est comment je vais faire bosser l'IA. Et c'est là qu'il faut rentrer dans le concept du loop engineering. Parce que la qualité de ton travail, d'être capable de produire du travail, c'est es-tu capable de coder des instructions qui permettent à l'IA de bosser. L'IA, elle va jamais bosser si tu lui dis fais-moi un site internet. Je veux un site internet. Je veux une application. Non. Ça, tu le vois que sur les influenceurs à 4 francs centimes en promotion toute l'année à moins 80% qui te disent que l'IA travaille sans effort. C'est faux. Voilà. Soyons très clairs. Pour faire fonctionner le système loop engineering, voici comment faire. Tes prompts doivent permettre de créer de l'observation, de la prise de décision, de l'action et de la vérification. Ça veut dire que ton système doit avoir ce qu'on appelle un schéma décisionnel. On n'est plus du tout sur tu es un expert, ChatGPT, fais-moi mon job. Non, rien à voir. On est sur un système qui dit ChatGPT, ça c'est mon objectif. Dans ce type de conditions, voici ce que tu fais. Dans cet autre type de conditions, voici ce que tu fais. Quels sont les outils que tu as le droit d'utiliser? Quels sont les outils que tu n'as pas le droit d'utiliser? Comment tu dois vérifier ton job? Et si ça ne marche pas, tu lances une boucle de retry. Donc, tu reviens en arrière, tu relances une boucle de travail. Ça, c'est l'architecture qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne. C'est exactement ce qu'on fait au niveau des cours et c'est exactement ce qu'on voit au niveau de toute la première section pour comprendre l'architecture avec les exercices. Il faut mettre des barrières parce que ce type de boucle, ça peut être des boucles infinies. Si tu dis qu'une application ne fonctionne pas, elle peut le relancer indéfiniment des cycles de correction jusqu'au point d'épuiser tout ton forfait. Donc on doit mettre des systèmes d'escalade et des systèmes de sécurité pour optimiser et sécuriser son fonctionnement. Le loop engineering, c'est vraiment la clé aujourd'hui de toute la nouvelle architecture de Claude Fable, Claude Mythos, de GPT 5.6. Toutes les IA agentiques sont basées sur ce type de prompt avancé. Ce qui fait que maintenant, quand tu vas bosser, ton plan, il n'est pas juste un simple objectif. Tu as compris que c'est une architecture complète. Dans les fonctions complémentaires de ChatGPT Work, dans la version 5.6, on a le choix des modèles. Donc le choix des modèles, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a le choix ici par défaut, donc des modèles Luna pour les tâches simples. Tâches simples, ça peut être la rédaction d'un courrier avec 5 ou 6 variables. Une variable, c'est le nom, le prénom, l'adresse, l'idée du courrier. Ça, c'est des variables. Dès que tu vas commencer à faire de l'analyse avec des éléments qui doivent être comparés, il faut passer sur du Terra. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, le système pour moi, c'est AI par défaut dans tous les systèmes en termes de coût, fonctionnement. Ensuite, on a la gestion des mémoires. Donc, dans la fonction mémoire, on peut utiliser la mémoire globale de toutes les conversations. Attention, c'est pas toujours idéal. On peut le désactiver pour ne pas interférer entre plusieurs conversations. La fonction objectif, en fait, elle est très proche de la fonction plan. La fonction objectif, c'est un peu un système auto-drive. C'est-à-dire que le modèle va lui-même définir comment il va l'atteindre. Alors que le fonction plan, tu vas beaucoup plus... Voici un exemple de plan.
il va beaucoup plus détailler comment il va obtenir le résultat. Et l'objectif, tu lui donnes un objectif et il va utiliser ses données d'apprentissage. Moi, je suis pas quelqu'un qui va laisser bosser l'IA tout seul. Pour une raison super simple. Toutes les études le prouvent. Si tu lui donnes simplement une logique, tu vas déplacer des blocs, des puzzles, tu vas les amener dans un endroit A, un endroit B, bah, plus la tâche elle s'allonge, plus le modèle n'est pas capable de le faire. Plus tu augmentes le nombre de pièces, plus le modèle n'est pas capable de le faire. Pourtant, dépasser 3 pièces ou dépasser 10, la logique c'est la même. Tu déplaces un disque, tu en déplaces un autre. Donc c'est pas des modèles de logique, ce sont des modèles de probabilité. Et si dans une raison quelconque de proba, bah, il décide de faire différemment, bah, toute la logique elle s'effondre. Et un autre point aussi, c'est que dans une architecture de raisonnement, on a des points qui aujourd'hui sont mieux gérés qu'avant, mais quand un modèle réfléchit, il peut, un, prendre une mauvaise direction, deux, s'effondrer, parce que quand il se rend compte qu'il n'a pas la solution, il abandonne. Et ça, c'est classique des modèles de LLM, c'est pas des modèles de raisonnement, ils comprennent pas ce qu'ils font, ils appliquent des process. Donc c'est pour ça que je préfère le plan plutôt que dire à une IA, ok, t'as ton objectif, débrouille-toi. Ça, je pense que c'est pas encore aujourd'hui, et ça sera pas demain non plus, sur l'architecture des LLM telles qu'on les a aujourd'hui. Pour moi, c'est pas valable. On a une fonction qui est une fonction fork. Les fonctions fork, c'est je démarre une conversation et je l'envoie dans une autre interface. Ça veut dire que à partir de maintenant, quand je vais lui demander de relancer, je te remontre où c'est parce que c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de fonctionner, pour suivre dans une nouvelle tâche. Quand tu fais ça, tu vas ouvrir le résultat que tu as obtenu ici et tu vas l'ouvrir dans une nouvelle conversation. Et tu peux le faire à n'importe quel endroit de ta conversation. Admettons que tu te rends compte qu'à partir de cette section ici, ton modèle, il a dévié, il est allé dans des directions que tu voulais pas. Ou au contraire, tu veux explorer ton modèle dans d'autres direction, tu veux faire un test. Et ben c'est exactement ce que tu vas faire ici. Tu vas chercher, ça s'appelle une fonction fork, poursuivre dans une nouvelle tâche. Tu vas lancer cette demande, lui dire ce que tu veux modifier. Il va ouvrir dans une nouvelle interface la direction. Et ce sont donc deux conversations indépendantes. La gestion du raisonnement, donc ici tu vas te choisir minimal, moyen, approfondi, très élevé. Ce que je pense c'est approfondi, c'est le meilleur compromis aujourd'hui. Très élevé, en général, on gagne 1,2%. Ultra, on gagne 1,2% et on augmente de x4, x5 le coût de génération, donc pour moi c'est pas le bon game. La fonction rapide, c'est si t'es pressé, ça coûte plus cher. Et on peut démarrer des conversations secondaires, donc ça veut dire que ici tu démarres dans une autre interface une conversation secondaire, tu vas pouvoir créer une deuxième task. Donc tu crées ce qu'on appelle des tâches annexes avec des tâches latérales. Tu peux en créer plusieurs sur ton interface, c'est une nouveauté dans l'interface. C'est intéressant et tu peux faire la même chose quand tu vas aussi travailler en multi-step, c'est-à-dire que ici tu vas marquer un plus, tu es toujours dans le même dossier, tu envoies du travail en cours et en même temps tu relances une nouvelle tâche. Donc tu peux démarrer une nouvelle tâche dans une même conversation. Du moment que ton forfait n'est pas épuisé, tu peux donc travailler en multitask. Autre point aussi qui est possible de faire, c'est que quand tu démarres un job, tu peux demander, lorsque c'est possible, démarrer une task en utilisant un fan-out agent, 3 agents. C'est-à-dire que ton système va automatiquement répartir dans 3 agents. Et là, tu vas avoir donc 3 agents qui vont répartir et consommer aussi en même temps les tokens. Ça, tu peux le faire lorsque tu as compris que ce que tu vas développer peut se faire en parallèle. Exemple, tu as plusieurs documents à lire, donc tu peux envoyer 3 agents à lire les plusieurs documents, et donc tu vas diviser par 3 ton temps, parce qu'au lieu de le mettre dans un seul, tu vas utiliser 3 agents, ça va aller beaucoup plus vite. La fonction statut, c'est pour montrer où tu en es dans ta limite de conversation. Ça s'appelle un status line. Ça te montre où tu en es dans la consommation, qu'est-ce qui te reste, quand est-ce que ça va se réinitialiser. Et quand tu donnes des actions à l'IA, tu vas avoir ici une fenêtre qui va apparaître dont on va parler par la suite pour voir où tu peux l'activer parce que par défaut, dans la nouvelle version, elle est désactivée. Ça te dit la taille de ta fenêtre, combien de tokens il te reste et ça permet de suivre parce que autour de 98% de la fenêtre, 95%, il va te faire un compactage de la conversation. C'est pourquoi il va être hyper important de garder des systèmes de type memory.md, task.md, plan.md. C'est les 3 fichiers qui vont te permettre de garder de la cohérence parce que une fois qu'il va compacter, il va simplement garder les tokens les plus importants. Il va donc compresser à plus de 80 à 90% tout ce que tu as fait avant. Donc si tu ne gardes pas ces fichiers-là, eh ben, tu vas perdre la cohérence au cours de la conversation. Une chose dont on peut parler qui est, je trouve, assez intéressante, c'est que dans la section utilisation, tu vas voir que
ici, tu as à nouveau, l'interface d'utilisation, 2, la limite hebdomadaire, et un truc qui est hyper utile, mais à ne pas utiliser à n'importe quel moment, c'est la réinitialisation des limites d'utilisation. Ça te permet de remettre à zéro tes compteurs et de redonner des tokens. Alors moi, je te conseille de le faire quand tu es pratiquement à zéro dans ta limite hebdomadaire. Et sincèrement, je trouve qu'OpenAI est assez généreux. Pour le moment, ils le sont. Ce qui fait que avec un forfait plus, tu arrives à avoir 2-3 réinitialisations dans le mois. Et que par rapport à Anthropic, les points positifs pour moi de ChatGPT en 5.6, c'est que on est en termes de pricing, pour les interfaces à 300 000 tokens. Claude, il est limité à 200 000. Donc, on a 150 000 tokens de plus. Ensuite, en termes de pricing, 2,50 € ChatGPT 5.6, 15 € Opus 4.8 et Fable 5, c'est l'équivalent de ChatGPT 5.6 en version Sol ou Terra. Et le prix des tokens en millions, on est à 10 et de l'autre côté, on est à 75. On est à un rapport quand même x7. Donc, en termes de disponibilité, ce que ne fait pas Anthropic, c'est que, il ne t'offre jamais de réinitialisation, tout est payant. Je vais te montrer que le chat, l'interface chat online n'est pas comptabilisé dans tes tokens, alors qu'avec Anthropic, tout ce que tu écris, c'est déduit de tes tokens. On peut dire que Anthropic, c'est des pingres, des vrais pingres, qui sont très chers. Et donc, globalement, on a en plus, chez ChatGPT, la possibilité d'avoir des réinitialisations. Moi, j'en ai eu 3 ce mois-ci. Si tu les utilises pas, au bout d'un mois, elles sont perdues, donc autant en profiter. Donc, en comparant, honnêtement, ChatGPT 5.6, c'est 6 fois moins cher en entrée et 7 fois moins cher en sortie. Voilà. Verdict, ChatGPT 5.6, largement devant pour la gestion de la partie token. La différence principale, c'est que le System Work va intégrer des fonctions de plugins et des fonctions MCP. Dans le système Codex, elles ne sont pas intégrées nativement parce que l'objectif, c'est que vous soyez en mesure de coder les instructions pour pouvoir les intégrer. La partie plugin, on va en parler plus tard dans la vidéo. Pour comprendre ChatGPT Work, il faut comprendre son architecture interne. Quand vous allez travailler sur une tâche, vous travaillez dans ce qu'on appelle un répertoire de travail. C'est-à-dire que vous lui définissez une zone où il a le droit d'agir, lire les fichiers, les modifier, écrire, etc. Et ce système est défini donc par le répertoire que vous allez choisir. Si vous avez déjà un répertoire de défini, c'est la zone où il a le droit d'aller. Et vous pouvez donc créer un nouveau projet à partir de zéro, à partir d'un dossier existant. Vous allez écrire sur plus, vous allez avoir un projet qui va se gérer et vous allez récupérer l'endroit où se situent les fichiers que vous voulez utiliser au sein de la discussion. Si le modèle a besoin de sortir de cet environnement, il va vous demander l'autorisation. Pour la gestion des autorisations, on a juste en bas la possibilité de donner un accès complet, de donner uniquement sur certaines actions ou de demander systématiquement l'approbation par le modèle. C'est vous qui choisissez en fonction du niveau de risque que vous souhaitez faire. Dans l'interface Setting, juste à gauche, vous avez ici la section Paramètres. Dans les paramètres, personnellement, pour ne pas être interrompu par les questions de l'intelligence artificielle, je lui donne accès aux autorisations par défaut, à l'approbation automatique et à l'accès complet. La partie planification, pour moi, on va pas la traiter aujourd'hui parce que pour moi, une planification, elle a du sens quand tu es capable de produire du travail. Tant que tu n'as pas de job, tant que tu n'es pas en mesure de produire quelque chose qui est fonctionnel, c'est trop tôt, il faut en parler plus tard. Ce qui peut être important, c'est de voir rapidement les paramètres, d'activer donc les 3 paramètres qui sont ici d'approbation. C'est toi qui gères, mais moi je le fais par défaut parce que sinon l'IA elle me demande toutes les 4 secondes d'activer. Ensuite, d'activer le panneau inférieur. Au niveau personnalisation 1, on a créé donc le prompt système de fonctionnement. En personnalité, je te conseille pragmatique. Évite les générateurs sympathiques, tout ça, évite. Reste sur du fonctionnel. Tu peux désactiver les souvenirs et activer et gérer toi-même les mémories. C'est tout à fait faisable. Tu peux réinitialiser ta mémoire si tu le veux. La gestion automatique des mémoires à partir des tâches assistées, je trouve que ça peut être dangereux dans la mesure où c'est une IA. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Donc, à un moment, le problème des IA, c'est qu'elles produisent, mais elles consomment aussi. Ça va consommer. Donc moi, je préfère lui donner l'ordre de le faire et de lui dire comment le faire, plutôt que de me dire, elle va le faire. Non, elle va le faire, mais je sais pas ce qu'elle va faire. Donc du moment que je ne sais pas, je désactive. La mascotte, on en a parlé, donc c'est le petit bonhomme qui se met en arrière-plan, qui te dit où en est tes tâches. Section donc facturation, gestion des plugins qu'on parlera tout à l'heure vraiment en détail. La gestion du navigateur, c'est finalement possible de intégrer le navigateur
navigateur, ce qui va permettre en fait à l'IA de transformer ton interface. Exemple, j'envoie une demande, je lui demande de lancer un agent IA. En fait, l'agent IA, il va se lancer dans mon interface et je vais pouvoir accéder dans mon aperçu latéral à une page web. Donc Codex peut naviguer soit directement sur un navigateur internet, mais il peut aussi le faire dans l'aperçu local. Voilà, il vient de me lancer une page. Donc là, j'ai mon petit bonhomme. Donc là, j'ai une page d'interfaçage. Mais en vrai, elle est exactement au même endroit ici. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet en même temps de travailler dans une interface de job. Par exemple, ici, je peux connecter une de mes boîtes mail, lui demander de lancer un clean sur, je vais mettre 500 lignes. Je demande 500 lignes dans ma boîte, de connecter dans ma boîte mail tout en restant dans mon interface de travail. Il va lancer l'extraction de mes emails, cataloguer les spams que j'ai reçus. Et c'est l'IA qui reçoit tout en intérieur. Et s'il y a besoin de débugger l'application, l'interface, je suis dans l'environnement. Et ça, c'est un gain substantiel. C'est-à-dire que Codex, ChatGPT Work, c'est pas juste pour faire du code. Tu peux lui donner des tâches de boulot, le voir exécuter sur la partie, et toi, tu continues ton job sur ce côté, mais tu peux très bien aussi démarrer une tâche latérale, lancer une nouvelle conversation, revenir après une fois qu'il a terminé sa tâche en cours. Ici, il est en train de travailler, il en a encore pour 40 secondes, il y a 500 mails. Là, il va traiter 500 mails dans ma boîte mail. Il va me nettoyer les spams. Mais il va pas le faire tout seul, il va me demander mon autorisation. Donc ça me permet, de continuer à bosser dans mon interface ici, donc je peux bosser sur d'autres dossiers, lui demander de travailler sur des interfaces, bref, de planifier d'autres tâches en cours, donc il y a le plan qui s'est mis ici en bas à droite, donc il faut que je lui donne les objectifs de son plan. Et là, automatiquement, il m'a classé mes emails, il m'a indiqué les emails qui me conseillent de supprimer, je peux les retirer, et si j'ai des interactions à faire sur l'interface, je peux travailler donc sur l'autre côté. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est sur un système qui permet de travailler dans l'interface. Voilà, c'est du job et ça me fait gagner un temps énorme et c'est comme ça qu'il faut concevoir, c'est-à-dire vous développez vos applications où l'intelligence artificielle est d'un côté, votre application elle est de l'autre et vous exécutez du travail et vous optimisez vos sessions. Vous créez plusieurs répertoires, des tâches annexes si vous voulez lancer des tâches parallèles et vous êtes en mesure de exécuter peut-être, 4-5 fois plus de travail que n'importe qui. Mais honnêtement, quand vous commencez à être bon, vous êtes inarrêtable sur le plan job. Quand vous avez la méthode de travail, vous êtes inarrêtable. Ce qu'il faut faire, c'est être capable de développer les applications que vous avez besoin ou que votre entreprise a besoin ou que votre client va avoir besoin. Quand vous avez compris les problèmes qu'ils ont, vous leur développez les produits qu'ils ont besoin. Et ça, vous l'intégrez dans l'environnement de Codex. Aujourd'hui, il y a 3 niveaux d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a le premier niveau dont on va parler après, c'est le système chat. Rédige-moi un courrier pour indiquer que demain je serai en retard à la réunion. Voilà, ce système-là qui va simplement nécessiter d'avoir un modèle instantané et on va utiliser en fait les capacités de génération des IA à produire des tokens. Mais ça, c'est pas vraiment du travail dans la mesure où il va vous faire gagner du temps, mais il ne va pas vous faire votre job à votre place. Pour faire votre job à votre place, il faut prendre une architecture beaucoup plus complexe, celle du loop engineering, et il faut travailler avec ces dossiers. Donc, il faut donner à l'IA du contexte intelligent pour qu'il travaille et des objectifs mesurables. Sans quoi, l'IA, elle ne pourra pas savoir si ce qu'elle a fait est valable ou bien est à refaire. Ça, c'est le premier niveau et on va parler justement quand même de l'évolution de l'interface de ChatGPT Online parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à prendre. Le deuxième niveau, pour moi, c'est quand vous avez compris, vous allez pouvoir commencer à créer de la productivité. Et quand vous créez de la productivité, vous allez devoir automatiser. Là, vous vous dites, OK, ce que je produis là maintenant, de quoi mon entreprise elle a besoin pour optimiser ses tâches. Exemple, l'analyse de mon chiffre d'affaires, la répartition par rapport à mes salariés, combien me produisent de chiffre d'affaires mes salariés, comment sont gérés mes plannings, et avoir quelque chose de personnalisé, local, que tu peux développer en moins d'une semaine et qui te permet de gérer parfaitement ton système d'évolution et qui permet d'évoluer. Si demain, tu as besoin de faire évoluer ton soft, tu es dépendant de personne. Tu sais le créer avec ton interface.
C'est ça qui change dans l'interaction. Et c'est ça qui est absolument dingue. Et ça, c'est parce qu'on a une interface back-end complètement fonctionnelle. Et ça, ce sont des applications qu'on vend 8-9 000 euros avec des fonctionnalités qui sont, moi, que je trouve absolument géniales. Hein. Une fonction drag and drop, une fonction de suppression, une fonction de déplacement, le fait de pouvoir retirer un bloc complet d'une séquence. Je veux dire, c'est un back-end complet que le système peut développer. Donc, le premier point qu'il faut que tu te poses, c'est OK, quand j'ai commencé à maîtriser le modèle, qu'est-ce que je peux résoudre? Où je peux créer des tâches que je vais automatiser avec l'intelligence artificielle, qui va me faire gagner du temps. Et là, effectivement, tu vas avoir besoin de comprendre les fonctions plugin et les fonctions MCP pour connecter l'environnement externe. Alors, on va quand même s'intéresser à la partie chat pour voir quand l'utiliser, comment il a évolué et comment en tirer surtout profit, parce qu'il y a quand même une super astuce qui fait que beaucoup de gens vont faire des économies en utilisant la méthode que je vais te montrer juste à l'instant. Au premier coup d'œil, beaucoup d'entre vous se disent, bon, ChatGPT et Codex, c'est juste un rebranding, c'est à peu près la même chose. En fait, pas vraiment. Et je vais t'expliquer pourquoi. 90% des gens continuent à utiliser ChatGPT online. C'est ce qu'on appelle une interface de type chat. Ce type d'interface est maintenant couplé avec ce qu'on appelle une interface de type Cowork. OpenAI a choisi d'intégrer Codex, initialement qui était conçu pour les développeurs, pour en faire une station de travail de type Cowork. Même si, en apparence, vous avez l'impression qu'il s'agit juste d'un rebranding de Codex, en fait, l'outil, il doit être compris dans son potentiel actuel, c'est-à-dire produire du travail. Dans une interface chat, quand vous travaillez, vous avez toujours les menus habituels, le menu où vous choisissez le modèle, et c'est ici que vous allez avoir progressivement les modèles GPT 5.6, Sol, Luna et Terra, qui vont apparaître, le niveau d'intelligence à sélectionner, et les anciens modèles GPT-5 et GPT 5.4. La différence du système chat par rapport au système work, c'est que le système chat ne consomme pas votre forfait, pour le moment. Quand vous travaillez avec Codex, vous allez avoir la possibilité d'avoir une interface qui s'appelle un ChatGPT Work et un ChatGPT Codex. Le ChatGPT Work va permettre de synchroniser avec votre interface online et d'avoir ce qu'on appelle des répertoires de travail. Vous avez donc une passerelle entre les répertoires de votre disque dur sur lequel vous avez installé ChatGPT Work et l'interface online qui va vous permettre, chaque fois que vous envoyez une requête dans l'interface Work, d'aller rechercher des documents qui sont sur votre terminal, votre ordinateur. La différence, c'est que chaque fois que vous travaillez dans le système Work, vous consommez des crédits. Ces crédits, vous les retrouvez dans l'interface utilisation. C'est ici que vous avez en fait les crédits restants des sessions que vous avez en cours. Donc, premier point, ChatGPT a un avantage majeur par rapport à Claude. Une partie des requêtes que vous allez générer avec l'interface chat, aujourd'hui, et pour le moment, ça pourra changer à l'avenir, n'est pas facturée. Donc, quand vous êtes en train de créer, de dialoguer, de faire du brainstorming, je vous conseille de continuer à travailler à l'interface chat. Et je vais vous expliquer dans un moment comment il faut s'en servir pour débloquer 98% de la puissance du chat et ne pas l'utiliser comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. L'interface Work, elle, va être directement reliée avec l'interface de ChatGPT Work, donc la version Codex de ChatGPT 5.6, et elle va consommer des crédits. Sur l'interface chat, vous avez latéralement la barre qui va vous rappeler la recherche par mots-clés de vos anciens chats, la bibliothèque de génération des documents, des fichiers et des images, ce qu'on appelle la planification, c'est là où vous allez enregistrer des automatisations. Maintenant, on a une intégration de plugins et on va y revenir par la suite parce que c'est un point capital aujourd'hui dans la génération de travail avec l'intelligence artificielle. Et il y a une erreur principale que tout le monde fait aujourd'hui avec les plugins et il faudra qu'on aborde ce sujet dans la vidéo. On a une section projet qui est toujours présente. Donc, je rappelle pour ceux qui prennent pour la première fois en main ChatGPT, le système projet, c'est la possibilité de donner un nom à un projet. On donne un nom dans lequel on va importer une mémoire. Cette mémoire, elle appartient uniquement au projet ou bien on considère que c'est une mémoire partagée. Dans ce projet, on va pouvoir donner ce qu'on appelle des sources. Ces sources peuvent être de type des documents, saisir du texte manuellement, apporter à partir d'une URL d'un Google Drive ou apporter à partir d'une interface de type Slack en connectant votre interface Slack. Quel est l'intérêt d'un système projet ? En général, ce que je vous conseille, c'est de donner un système prompt à l'intérieur de la section texte. C'est ici que je vais donner le système prompt qui sera automatiquement lu à l'intérieur de mon projet
pour paramétrer toutes les discussions. On crée un environnement de travail où chaque fois que vous allez travailler dans cet environnement, il va utiliser uniquement les documents et les sources que vous allez déposer. Les sources sont limitées à 20 documents. Donc, ce sont des documents que vous allez trier. Si vous avez besoin d'avoir plus de données, plus de data, ce qu'il faut faire, c'est commencer à connecter des interfaces externes. Exemple, vous avez Google Drive, vous ajoutez une URL et cette URL va permettre de récupérer de la donnée de l'extérieur. Au niveau de l'interface, vous avez la possibilité de choisir différents niveaux à la fois de modèles et de systèmes de raisonnement. Alors, parlons un moment sur le choix des modèles pour comprendre comment optimiser chacune des interactions avec l'IA par rapport à ce qu'elle est capable de produire comme type de travail. La différence, c'est que maintenant, on a une interface de type chat et une autre interface qui s'appelle une interface de type work. Si jusqu'à maintenant, l'interface Codex, qu'on appelle maintenant ChatGPT Work, elle était essentiellement utilisée par les développeurs et très peu par les gens qui faisaient de la bureautique. Et pourtant, c'était l'outil que j'utilisais 98% du temps pour faire du bureau. La différence, c'est que maintenant, l'interface Work est directement connectée avec tous mes dossiers et je peux accéder et travailler à distance dans mes répertoires à partir de l'interface ChatGPT Work et d'enregistrer les modifications sur mon ordinateur. Mais la différence principale, c'est que chaque fois que tu vas utiliser l'interface Work, tu vas consommer des tokens. Donc, tu vas avoir ce qu'on appelle une utilisation de tes crédits de génération de réponses par ChatGPT. Alors, c'est là qu'est la différence principale. On a une interface chat dans laquelle on est en cours de déploiement des versions de ChatGPT 5.6, mais dans le chat, pour le moment, tu n'es pas facturé sur tes crédits d'utilisation. Ce qui veut dire que chaque fois que tu dois faire du brainstorming, que tu dois réfléchir à un projet ou mettre en place des stratégies, si tu le fais dans le chat, eh bien, tu ne vas pas consommer tes crédits. Ça, c'est le premier point à retenir. Le point qu'on doit résoudre immédiatement quand on travaille avec l'intelligence artificielle, surtout lorsqu'on va coder des interfaces, là, on est sur plusieurs heures de travail. Et ça peut parfois être sur plusieurs semaines. Et on doit absolument gérer ce problème, la perte de cohérence de notre projet lorsqu'on travaille. C'est ce qu'on appelle le contexte rot. Tous les modèles ont ce défaut aujourd'hui. Plus la discussion avance, plus les conditions se dégradent. Donc, il y a deux choses à mettre en place. La première, c'est de comprendre que quand tu travailles, dès que tu vas utiliser les mauvaises expressions, la mauvaise manière d'interagir, tu vas introduire ce qu'on appelle un distracteur. Exemple, salut ChatGPT, aujourd'hui j'ai envie de coder. Autre exemple, tu es un expert avec toute l'expérience, avec 15 ans et tu es le meilleur dans ton domaine. Ça, ce sont ce qu'on appelle des distracteurs. Et pourtant, tu le vois dans l'intégralité des contenus des youtubeurs. Mais c'est absolument pas à reproduire. Chaque fois que tu vas introduire des séquences qui ne sont pas utiles à l'objectif et la tâche, tu vas dégrader les capacités de réponse de ton modèle. Alors, pourquoi aujourd'hui, si tu vas demander à ChatGPT de faire un prompt, il va te mettre ces mots? Tu es un expert senior. Parce qu'il a été entraîné sur ta manière d'écrire. Nous avons conditionné l'IA à faire des erreurs. Et elle a appris de nos erreurs et elle garde cette erreur. Mais le problème, c'est que plus on a d'erreurs dans une séquence, plus on va effondrer les modèles. À partir de 3 erreurs, on commence à perdre 30% de capacité. 30%, autant te dire que tes tokens commencent à ne plus produire du travail. Alors, le point pour gérer la perte de cohérence, c'est d'activer, lorsque tu es sur le chat, le répertoire MNT Data. Dans ChatGPT, tu as un espace de stockage de plus de 500 mégas. C'est dans ce répertoire que tu vas stocker le plan de ton travail et les tâches de déroulement de l'intelligence artificielle. Dans ton prompt, demande à l'IA de gérer 2 fichiers
le fichier plan.md, task.md et définis toutes les variables que le modèle doit suivre à l'intérieur de tes fichiers. Automatiquement, ChatGPT 5.6 va créer des fichiers mémoire dans son répertoire et va pouvoir travailler dans toutes les sessions en mettant à jour le plan et la tâche. Ça va te permettre de récupérer à chaque démarrage de session à quelle étape se trouve le modèle et si tu as besoin de recommencer une session de travail, tu récupères tes fichiers mémoire, tu demandes de télécharger tes fichiers mémoire et tu peux continuer une nouvelle discussion dans une autre interface. Cette méthode de travail va te permettre de faire tous tes projets, le brainstorming, les plans de tes projets, sans avoir à consommer tes tokens. Et maintenant, tu as simplement à cliquer pour récupérer le plan d'action de ton IA et tu sais exactement ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans ton travail. Ça, c'est la première clé pour les systèmes de type agentique et connaître à chaque instant les modifications qui ont été faites par le modèle. Si tu veux les versions complètes avec les prompts, les détails, les configurations, tu vas les retrouver dans Maîtriser le meilleur de l'IA dans la section Codex 2026. Et pour le prix d'un café pendant 2 mois, tu vas passer d'un simple utilisateur à un professionnel qui est capable de configurer des systèmes d'agents IA qui vont réellement travailler pour ta boîte ou même de vendre des services auprès des entreprises. Pour le prix d'un café pendant 2 mois, vous apprenez à piloter l'équivalent d'une équipe d'agents IA. ChatGPT, Codex, Claude, Fable, Genspark, toutes les mises à jour sont incluses et je vous apprends même à passer la certification Google et à générer vos premiers agents IA et automatisation dans cette interface de plus de 100 heures de cours qui est juste en dessous en description. En vrai, ce qu'on te montre sur les démos par OpenAI, par d'autres influenceurs, le simple fait de demander à l'IA de te développer une application, de faire ton travail, ça, c'est le côté marketing qui te fait croire qu'aujourd'hui, avec simplement une phrase, tu pourrais obtenir du travail. Mais en vrai, le problème de l'IA, c'est que c'est un système de probabilité. Si ce que tu demandes correspond à ce que le modèle a appris, eh ben tu as de la chance, le modèle va te le donner. Mais si ce n'est pas ce que tu veux, et ce que tu veux c'est quelque chose de spécifique et d'adapté à ton entreprise, à ton cas, tu vas être obligé de coder toutes les instructions. Et la différence, elle est énorme. Ce qu'on te montre, c'est un prompt et tu as une application, un site web, un agent IA et tu vas pouvoir le vendre. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est lorsque tu vas utiliser ChatGPT 5.6, il va falloir que tu conçois que toute l'architecture, quand tu développes ou quand tu crées un agent IA, quand tu vas créer une automatisation pour ton travail, elle est composée d'une dizaine d'étapes. La conception, l'architecture, le front-end, la logique back-end, les bases de données, l'authentification, l'hébergement, la gestion des versions, la sécurité, la gestion des débits, le cache, le suivi des erreurs, le monitoring en cas d'alerte, les tests, et le système de scaling. Donc tu comprends qu'il faut en fait avoir un fichier de tracking et de suivi de ton système et de ton application et de ton agent IA. Et ça change tout dans l'approche qu'on a et qu'on nous a donné de l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir se faire, tu as compris que la première étape, c'est de définir un système de mémoire et de tâches pour pouvoir gérer le problème de perte de cohérence des contextes. GPT 5.6, on a besoin de le connecter au monde externe et également à tes données. Il y a donc 3 méthodes pour le faire. Quand on va travailler avec l'IA, on a la possibilité d'activer des connecteurs. On a la possibilité d'aller dans la section connecter les plugins qu'on retrouve juste dans l'interface ChatGPT Work. Dans la section connecter les plugins, on peut aller rechercher des interfaces de plugins à connecter. En allant dans la partie setting, paramètres, on a la section plugins. Ici, on a la répartition des plugins, des applications, des MCP et des skills. On peut désactiver les skills, mais on peut également prendre connaissance du contenu des skills. Ça veut dire qu'on peut lire comment elles sont écrites, mais en allant dans la section ouvrir, on peut accéder aux fichiers et au répertoire. Et on se rend compte que les skills sont toujours basés sur la même structure. Un fichier skill.md, un script, référence, mémoire et asset. Les skills, ce sont des compétences qui donnent à l'IA la possibilité de fonctionner pour une tâche avec des compétences identiques à celles que tu utilises tous les jours dans ton travail. Et ce qui était très intéressant, c'est que la skill, c'est un peu l'USB de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce modèle de skill peut être utilisé dans Claude ou encore dans un autre modèle tel que GLM 5.2 ou encore Minimax. Et si tu as besoin donc de les transférer, il suffit de récupérer ton répertoire, de zipper ton fichier en fichier zip, d'aller dans le nouveau répertoire skill
de ton folder et de décompresser dans le répertoire et tu vas récupérer exactement les mêmes propriétés de ton système. Pense à redémarrer ton interface pour qu'elle soit prise au chargement du fonctionnement de ton IA. Les skills, elles vont être importantes lorsque tu vas produire du travail et que tu ne vas pas utiliser les mêmes outils. Si tu fais une application pour téléphone, smartphone, ou que tu fais un site internet, ou que tu fais des rapports graphiques ou une présentation, eh ben tu vas pas obtenir la même chose et tu vas pas utiliser les mêmes compétences. Et c'est exactement ce à quoi servent les skills. Elles vont permettre de définir en fonction de l'objectif que tu as fixé, d'utiliser des outils différents. Et aujourd'hui, un ensemble d'outils se regroupe dans ce qu'on appelle un plugin. L'erreur la plus fréquente que je vois, ce sont des personnes qui demandent à l'IA « code-moi une skill ». Si vous regardez en fait les structures des skills, c'est à vous de dire à l'IA comment les coder et pas l'inverse. Et voici comment faire. Une skill, ça permet d'automatiser un cadre de travail, c'est-à-dire de donner des spécialités à ChatGPT 5.6 dans un domaine, que ce soit du code, de la bureautique, de l'analyse, de la finance, et donc de standardiser le comportement d'un modèle. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter d'être dans des systèmes probabilistes, c'est-à-dire qu'un coup, il vous fait une réponse et un coup, il vous en fait une autre, tout simplement parce que les probabilités en ont décidé autrement. Pour améliorer la cohérence, on va l'utiliser pour ce qui est des tâches répétitives. Admettons que vous faites régulièrement les mêmes tâches, des PowerPoint, des analyses de rapports, de la finance. Eh bien, vous allez gagner du temps et en fiabilité en utilisant des systèmes skills. Alors, vous avez compris qu'on a le répertoire skill, mais on a la possibilité aussi de désactiver les skills au chargement. Voici comment faire. Quand vous développez des skills, la structure est toujours basée sur ce modèle, skill.md, script, référence, actif, agent. Moi aujourd'hui, j'utilise toujours un agent qui me gère la skill, pour une raison très simple. Chaque fois que je demande à un agent, lui, il démarre avec une nouvelle conversation. Donc, il ne va pas polluer la conversation en cours avec l'utilisation de la skill. L'agent, il va utiliser la skill, il va analyser la conversation et il va exécuter du travail. Techniquement, c'est beaucoup plus propre. Si vous laissez la skill à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que c'est la même discussion qui analyse, code, lit les skills, exécute le travail et effectue les boucles de travail. À un moment donné, vous allez automatiquement surcharger le contexte. À un moment donné, vous allez automatiquement dépasser la limite de mémoire du modèle. Une skill, elle est composée toujours, de la métadonnée, c'est ce qu'on a ici, la métadonnée d'information, du fichier skill.md qui sont les instructions, de la zone des outils qu'elle va utiliser, les tools, et c'est là qu'on va parler justement des MCP, qu'est-ce qu'elle doit utiliser, comment elle doit les utiliser, les noms des fonctions, qui va permettre de relier le travail qui est sur votre ordinateur et de donner à ChatGPT Codex, ChatGPT 5.6, la possibilité d'interagir à l'extérieur de votre ordinateur. Et cette skill va charger ce qu'on appelle des ressources, des scripts en Python, en JavaScript, des assets, ce sont des images, et lorsque vous avez plusieurs skills qui sont ensemble, on appelle ça des plugins pour grouper les fonctions d'ensemble. Vous retrouverez l'ensemble de ces schémas. Systématiquement, quand vous codez une skill, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un agent de codage de skills. Si vous demandez systématiquement à ChatGPT de coder les skills, ce qu'il va faire, c'est des contenus en général qui sont beaucoup trop verbeux. Et lorsque vous vous rendez compte qu'une IA fait une erreur ou fait des boucles d'erreurs, c'est-à-dire qu'elle répète des actions, ce qui se passe, c'est que vous perdez automatiquement des tokens. Ça veut dire que la skill n'est pas optimisée. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas du tout avoir peur d'aller dans le répertoire, récupérer la skill et de la modifier. Et pour faire ce type de modification, c'est là que je vous dis, créez-vous un agent de modification des skills. Voici de quoi est composé un système de générateur de skills. Un système agentique, il est basé sur cette structure. La structure YAML, le nom, la fonction et ensuite le processing des étapes. Ce qui est important pour un agent qui va générer des skills, c'est que lui-même ait le fonctionnement du système skill. Donc, ce que vous faites en amont, c'est que vous allez créer des assets. Donc, vous allez créer des guides pour indiquer le format des skills. Comment c'est codé, comment c'est structuré, comment se font les chaînes de pensée à l'intérieur d'une skill. Et vous allez mettre également ce qu'on appelle, en fonction de l'étape, un template agent. Donc là, vous allez lui dire, la skill, elle doit comporter cette séquence, elle doit comporter la chaîne d'action et la chaîne de pensée, et toute la partie de codage des instructions, vous donnez votre référence pour le codage
des skills. Ce qu'il faut optimiser dans les skills, si vous regardez bien, c'est que mes instructions sont extrêmement compactes. L'objectif donc de la manière dont vous écrivez les instructions système, c'est d'être le plus compact possible. Et quand vous prenez en fait les informations que vous avez ici, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de phrases très verbeuses, classiques de ChatGPT, classiques de ChatGPT 5.6, et on peut donc rendre l'ensemble beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à faire des tests en utilisant la structure initiale, mais en optimisant les informations. Parce que quand vous allez intégrer une skill et que vous vous rendez compte que vous avez 17 000 caractères plus 70 fichiers à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? Une surcharge d'informations. Donc, l'optimisation se fait au token. Parce que chaque information que vous envoyez est facturée. Chaque token que lit la machine est facturé. L'optimisation des interfaces, elle se réfléchit dès la génération des instructions système. Donc, vous allez générer un agent IA qui est basé sur les informations de ChatGPT Construction Skill. Et à partir du site Agent Skill IO, je vous conseille de modéliser en fait toute la data. Vous sélectionnez les pages avec l'intelligence artificielle. Comment maintenant faire exécuter du travail avec Codex? La liaison technique, elle vient du fait qu'on a optimisé le système prompt, on lui a dit où sont les outils, les dépendances, où il doit écrire les informations. On active des fonctions MCP. Exemple, on donne l'accès à l'interface de gestion de Chrome. Ça permettra à ChatGPT de contrôler l'interface de Chrome, de prendre le contrôle de l'écran. Ou encore, on peut installer l'utilisation de l'ordinateur avec le Computer Use. On lui donne la possibilité de se connecter à des interfaces pour aller récupérer de l'information. Donc au niveau de la connexion, on peut avoir besoin par exemple de récupérer l'information dans Google Drive. Donc rien de plus simple. Google Drive, c'est maintenant un plugin qui contient des skills. Les skills vont indiquer comment il doit gérer certaines fonctions de Google Doc et ensuite inclut une fonction MCP. À l'intérieur, il y a donc un package qui va permettre d'avoir 47 actions, 16 d'écriture et 31 de lecture. Et ces actions sont définies dans la fonction MCP. Le modèle lit automatiquement le nom de l'action et ce qu'il peut faire derrière pour savoir s'il a le droit. Si cette action n'est pas présente dans les fonctions MCP, il ne pourra pas l'effectuer. Ce qui veut dire que les MCP ne sont pas les mêmes d'une application ou d'un serveur à un autre. Les MCP de chez OpenAI ne vont pas être les mêmes MCP que vous allez retrouver chez Anthropic. Ils vont pas avoir les mêmes noms, ils vont pas avoir les mêmes fonctions. Ils seront pas codés de la même manière. Si vous n'avez jamais connecté de MCP, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais désinstaller et déconnecter mon plugin. Je vais le réinstaller. Il va me demander de m'authentifier dans une fenêtre. Je vais connecter mon compte. Je vais approuver pour donner l'autorisation. Automatiquement, il va récupérer ce qu'on appelle un token d'autorisation et il va déployer la connexion entre le serveur de chez OpenAI qui va faire la liaison avec l'interface de Google Drive. Donc aujourd'hui, la manière la plus simple de se connecter au monde réel, ça reste l'utilisation des outils. Chaque fois que vous voulez aller récupérer une fonctionnalité, vous allez regarder qu'est-ce qui existe dans les outils en question. Et vous allez donc regarder quel est l'outil que vous souhaitez utiliser pour augmenter les possibilités que vous avez avec votre agent IA. Une chose à savoir, les plugins et les MCP se chargent au démarrage. Donc 10 plugins, c'est environ 40 000 tokens dans le contexte. Ça veut dire que vous commencez une discussion avec 40 000 tokens dans le contexte. Donc il faut quand même utiliser avec précision les outils que vous voulez vraiment utiliser. Et si vous les utilisez pas souvent, vous les désactivez. Pour pouvoir vérifier l'état, par exemple, des MCP, c'est ce qui prend le plus de place. Vous tapez /MCP et vous avez à la fois le statut des serveurs et vous pouvez les désactiver parce que vous avez une fonction MCP et c'est dans cette section ici que vous pouvez ajouter des serveurs MCP personnalisés. La plupart du temps, ce sont des diffusions HTTP où vous avez uniquement l'endpoint. La plupart du temps aujourd'hui, on a des connexions à UTH, vous mettez l'URL, vous enregistrez et de très rares cas, vous avez encore des clés API. Ça peut arriver, mais c'est pas très fréquent. Et quand vous ne voulez pas que ça se charge au démarrage, vous le désactivez dans cette section ici, ce qui est préférable de faire. Et lorsque vous ne souhaitez pas que ça se charge au démarrage également, vous désactivez les fonctions dont vous ne vous servez pas. Exemple, je désinstalle une fonction Teams, je vais autant alléger mon interface. Utilisez donc une interface le plus possible allégée, 10 MCP actifs,
40 000, voire parfois plus en tokens. Maintenant, on peut relier l'ensemble des outils dans des boucles de travail. Le système prompt va nous donner les répertoires, les outils, la connexion externe, les skills, comment utiliser les MCP et les outils. Et la boucle d'ingénierie, elle va nous permettre de faire produire du travail en optimisant les instructions. Première étape, on choisit un répertoire. Pour l'exemple, on va coder un jeu vidéo. On va coder un jeu vidéo du style simulateur de avion avec des petits hélicoptères, des tanks dans une ville. Et pour vous faire comprendre en fait la partie du travail, on va générer avec le modèle un plan.md, un fichier de tâches. Le fichier de plan va intégrer la structure des répertoires, le type de code qu'on va utiliser et l'implémentation de chaque bloc. Donc l'objectif sera que chacun des livrables soit fonctionnel et qu'ils vont devoir passer une série de tests où on va tester chacun des éléments, leur déplacement, leur fonctionnalité. Et la seule condition de réussite, c'est une fonctionnalité à 100%. Je fais quelque chose de relativement simple pour poser les bases des boucles de loop engineering. On va donner ces instructions à Codex pour lui faire coder un jeu. Alors ce jeu, c'est pas juste une page internet, c'est 200 mégaoctets de code. Pour le test, j'ai donc utilisé ChatGPT 5.6 en version Terra, mais pour les développements plus complexes, je vous conseille vraiment de basculer en modèle Sol, ça sera nettement préférable. Pour reprendre la logique de ce qu'on vient de lui demander, on lui demande de récupérer. On va regarder maintenant le résultat du code lancé sur une boucle qui va durer une dizaine de minutes de travail. Première surprise, c'est un vrai programme. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un lanceur et ensuite on a tout un ensemble de packages qui vont s'installer, s'exécuter et on va pouvoir tester le jeu. Le jeu fait quand même 154 MO et j'ai mis les écouteurs parce que j'ai demandé à la génération du jeu qu'il m'intègre de la musique. On va donc lancer le game qui va ouvrir directement la page. On a la partie du tutoriel pour le déplacement des boutons, lancer la mission et je te fais un petit topo pour t'expliquer un peu l'interface. Ici, on a ce qu'on appelle le bouclier du système, la boussole de navigation. Tout ça codé en quelques minutes avec la possibilité de garder chacune des étapes de travail qui a été fait par le modèle. La manière donc d'interagir va te permettre de suivre les 20 étapes que ChatGPT Sol 5.6 a réalisées. Et voici comment il faut s'y prendre pour structurer ce type d'interaction avec ces modèles.